Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas été très active ces derniers temps sur les réseaux sociaux car j'ai beaucoup travaillé sur la fameuse histoire du Koh-i-Noor dont je vous ai parlé en début d'année scolaire. J'avais pour projet de partager avec vous cette histoire à travers une vidéo éducative que je viens de terminer. Alors, le travail a été un peu long dans le sens où je me suis principalement basée sur le livre que vous pouvez voir derrière et que je vous ai également présenté au mois de septembre. Et ce livre retranscrit de manière très détaillée l'histoire du diamant à travers les différents empires indiens du XIIe siècle jusqu'à la colonisation britannique. Donc c'est très enrichissant, très intéressant, mais j'ai essayé de réduire au maximum tous les éléments détaillés afin que la vidéo ne soit pas trop longue et reste accessible. J'espère que cette vidéo va vous plaire autant que ça m'a plu de la réaliser. Elle m'a permis d'enrichir mes connaissances au niveau de l'histoire de l'Inde que je ne connaissais pas du tout dans le détail. Et également, elle m'a permis de comprendre pourquoi le Pakistan et l'Inde réclamaient le retour du diamant en leur pays. Voilà, c'était d'ailleurs ce qui m'avait interpellée sur ce diamant et qui m'avait donné envie de faire cette vidéo. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage, j'espère que vous irez jusqu'au bout, je vous remercie de me suivre et puis je vous dis à bientôt probablement pour une autre vidéo. Au revoir. L'histoire légendaire du Koh-i-Noor, montagne de lumière en persan, remonterait au XIIe ou XIIIe siècle. Le récit mythologique de la vie de Krishna mentionne une pierre légendaire nommée Syamantaka, le prince des gemmes. Portée par un homme pur, elle produit de l'or, mais par un homme impur, elle se révèle immanquablement fatale. Cette pierre légendaire attisa jalousie, cupidité, vol et effusion de sang. Sa légende, coïncidant avec l'histoire funeste du Koh-i-Noor, poussa de pieux hindous au XIXe siècle à confondre les deux pierres. Le Koh-i-Noor était-il le diamant de Babur? Babur instaura en 1526 la dynastie moghole qui régnera sur l'Inde du Nord pendant 330 ans. Dans son journal intime, le Baburnama, il mentionna un important diamant estimé à 2 jours et demi de nourriture pour le monde entier. Babur mourut en 1530. Son fils Humayun prit le pouvoir. En 1540, il fut contraint de s'exiler en Perse avec pour unique atout un sac de pierres précieuses. Il offrit au Shah de Perse Tahmasp, chez qui il trouva asile, le plus gros diamant du sac et d'autres pierres. En 1547, Shah Tahmasp chargea son émissaire d'aller offrir le diamant à son allié indien, Nizam Shah, souverain du Décan, en Inde centrale, mais l'émissaire disparut avec le diamant. En l'absence d'une description détaillée du diamant, on ignore à ce jour si le diamant de Babur, de la taille d'un petit œuf de poule, est le Koh-i-Noor. Il faudra attendre le règne du 5e empereur moghol, Shah Jahan, arrière-petit-fils d'Humayun, pour entendre à nouveau parler d'un important diamant. En 1628, Shah Jahan passa commande du fastueux trône du Pan. Il fut inauguré en 1635. Il était recouvert d'or et de pierres précieuses. En 1657, suite à une attaque cérébrale, son fils aîné, Dara Shikoh, prit les rênes du pouvoir. Aurangzeb, le troisième fils de Shah Jahan, fomenta un coup d'État. Il fit assassiner son frère Dara, emprisonner son père et monta sur le trône du Pan. Il sera le dernier grand mongol. En 1665, lorsque Jean-Baptiste Tavernier fut invité par l'empereur Aurangzeb à contempler les plus belles pièces du trésor moghol, il n'y reconnut pas le Koh-i-Noor. Bien qu'il ne pût suffisamment s'approcher du trône pour identifier les gemmes sur le toit, on sut, par la suite, que le Koh-i-Noor était inséré sur la tête d'un des deux pans.
Le Koh-i-Noor quitte l'Inde pour l'Iran. En 1739, l'empereur perse Nader Shah envahit l'empire moghol. Il prit Delhi, fit massacrer 30 000 habitants et pilla la ville. Il quitta Delhi le 16 mai 1739 pour l'Iran avec les richesses du trésor moghol, dont le trône du Pan orné du Koh-i-Noor. Après 11 ans de règne, Nader Shah fut assassiné, la tête coupée par un sabre. La première dame de son harem offrit le Koh-i-Noor à Ahmad Khan Abdali, général afghan, pour avoir protégé les coffres royaux du pillage. Il partit rejoindre Kandahar avec la cavalerie afghane Abdali. Sacré empereur en 1747, il devint Ahmad Shah Durrani, fondateur de la dynastie Durrani et de l'Afghanistan, qui allait devenir la résidence du Koh-i-Noor pour les 70 années suivantes. Peu de propriétaires du Koh-i-Noor ont mené une existence heureuse. Dès le début de son règne, Ahmad Shah Durrani eut le visage rongé par un ulcère gangréneux. Il se retira en 1772. Son fils et successeur Timur Shah fut assassiné le 20 mai 1793, probablement par empoisonnement. Shah Zaman succéda à son père. En 1800, il fut détrôné, aveuglé et jeté en prison. Son frère cadet Shuja prit le pouvoir à 2 reprises et sera assassiné en 1842. En 1813, le Maharaja Sikh Ranjit Singh obtint le Koh-i-Noor en échange de la libération de Shah Zaman. Ranjit Singh, puissant Maharaja des Sikhs, supplanta l'empire Durrani et bâtit un empire sikh d'une richesse considérable. Le Koh-i-Noor commença à connaître une réelle notoriété. Il fut le premier à le porter non accompagné d'une autre pierre et il devint l'emblème de ses combats victorieux. Ranjit Singh fit 3 attaques cérébrales en 4 ans. La troisième, en juin 1839, lui fut fatale. Son héritier et fils Karak Singh fut victime d'empoisonnement qui le détruira à petit feu 4 mois après son avènement. Sa mort lente prit 11 mois. Son fils, Nonial Singh, appelé à gouverner Lahore, succomba après l'éboulement d'une arcade alors qu'il rentrait de la crémation de son père. Le demi-frère de Karak Singh, le Koh-i-Noor sanglé au bras, fut sacré Maharaja du Pendjab le 18 janvier 1841 et assassiné le 15 septembre 1843. L'Inde perd le Koh-i-Noor. Dulip Singh, le dernier fils de Ranjit Singh, âgé de 5 ans, accéda au trône le 18 septembre 1843 sous la régence de sa mère Rani Jindan. Régente problématique pour les Britanniques, elle est emprisonnée en décembre 1847 afin d'être éloignée de son fils. Dans les années 1840, les Britanniques étaient les maîtres incontestés d'une grande partie de l'Inde. Sortis victorieux de la Première Guerre anglo-sikh, ils signèrent le 9 mars 1846 un premier traité avec l'enfant, le soumettant au plein pouvoir d'un gouverneur britannique jusqu'à ses 16 ans. Ils gagnèrent à nouveau la Seconde Guerre anglo-sikh le 12 mars 1849. Le 29 mars 1849, Dulip Singh, privé de tout soutien, fut forcé d'apposer son sceau sur un nouveau traité officiel validant sa reddition. Version finale du traité de Lahore. Sa Majesté, le Maharaja Dulip Singh, renoncera pour lui, ses héritiers et successeurs à tout droit, titre et prétention à la souveraineté du Pendjab ou à tout autre titre de souverain. Tous les biens de l'État, quelle que soit leur nature et leur emplacement, seront confisqués par l'honorable Compagnie des Indes orientales
en partie pour couvrir la dette due par l'État de Lahore au gouvernement britannique et les dépenses de la guerre. La gemme, connue sous le nom de Koh-i-Noor, qui fut prise à Shah Shuja-ul-Mulk par le Maharaja Ranjit Singh, sera cédée par le Maharaja de Lahore à la reine d'Angleterre. Sa Majesté Dulip Singh recevra de l'honorable Compagnie des Indes orientales, pour son entretien, celui de sa famille et des serviteurs de l'État, une pension qui ne sera pas inférieure à 4 mais n'excédera pas 5 lakhs de roupies versées par la compagnie per annum. Sa Majesté sera traitée avec respect et honneur, il gardera le titre de Maharaja Dulip Singh Bahadur, et il continuera à recevoir durant sa vie une part de la pension ci-dessus mentionnée pour son usage personnel, à condition qu'il continue à obéir au gouvernement britannique et réside à l'endroit choisi par le gouverneur général de l'Inde. Cette prise du Pendjab et du Koh-i-Noor fut en grande partie due au gouverneur général de l'Inde, le comte de Dalhousie. Il en fut récompensé et reçut le titre de marquis. Le Koh-i-Noor allait partir pour l'Angleterre. L'Inde ne reverrait jamais son joyau. Le Pendjab perdait son roi. Après un long voyage mouvementé, au cours duquel survinrent une épidémie de choléra et une tempête vorace, le diamant arriva à Londres et fut présenté à la reine Victoria le 3 juillet 1850. Il fut dévoilé à l'Exposition universelle de Londres en 1851. Contre toute attente, il suscita de la part du public dédain et déception. Les Indiens préférant conserver les pierres dans leur forme brute contrairement à la taille facettée prisée en Europe, le Koh-i-Noor, taillé en rose, manquait terriblement d'éclat. Il fut retaillé par les diamantaires les plus expérimentés de la maison Coster à Amsterdam. Sa perte de poids fut aussi importante que la beauté qui en ressortit. Sa cote de popularité remonta. Le diamant était maintenant une célébrité à part entière et s'était affranchi de ses origines étrangères. En sus de la couronne façonnée pour l'accueillir, une broche avait été également conçue afin que la reine Victoria puisse le porter différemment. Une croyance étrange s'était enracinée dans l'esprit des gens, selon laquelle une femme pouvait porter le bijou impunément, mais qu'il anéantirait les hommes qui s'y risqueraient. 3 reines consorts ont porté le Koh-i-Noor après la reine Victoria. Depuis son indépendance en 1947, l'Inde réclame le retour du Koh-i-Noor. Elle condamne la façon dont il a été acquis, considérant qu'il fait partie de son histoire et de sa culture. En 1976, le Premier ministre du Pakistan exigea son retour, considérant que le diamant faisait partie de l'héritage de Lahore, ancienne capitale du Pendjab, devenue ville pakistanaise après la partition de l'Inde en 1947. Les Pakistanais partisans de son retour n'ont pas baissé les bras depuis. En novembre 2000, les talibans sommèrent la reine Elisabeth de leur donner le diamant, affirmant qu'il a été pris en Afghanistan pour être emporté en Inde et de là en Angleterre. Le gouvernement britannique a classé, jusqu'à présent, son retour non négociable. La montagne de lumière siège à la Tour de Londres. Les reines Elisabeth II et Camilla se sont abstenues de porter la pierre tant controversée. Le Koh-i-Noor repartira-t-il un jour en Inde? That is the question.